très grosse entreprise industrielle très connue de plus de 200 000 personnes. Ceci, une de leurs usines, une de leurs divisions, qui fabrique des boîtes de vitesse, mais des grosses boîtes de vitesse, plutôt la taille d'un bus qu'autre chose, qui par exemple vont entre une turbine à gaz et un générateur dans une centrale électrique, ce genre de choses. Donc des boîtes de vitesse, mais vendues de 50 000 à 500 000 euros, qui devaient pouvoir tourner sans faille pendant 20 ans, à des vitesses importantes, avec des couples gigantesques, etc. Bref. De la belle machine. Initialement, leur marché était dans le oil and gas, mais à l'époque où on s'est rencontrés, justement, le oil and gas était en grande difficulté. Ils étaient en perte de chiffre d'affaires, il fallait renforcer leur offre globale et commencer à pénétrer le marché. Et c'est là qu'ils se sont intéressés à une transformation à base de la théorie des contraintes. Donc ils font le design, engineering to order et la production, make to order, en toute petite série de 1, enfin pour eux, une 3 c'est une énorme série. Okay, donc c'est du multi-unitaire. L'analyse de l'entreprise a vite identifié que la contrainte de capacité n'était pas dans les machines, pas dans les ateliers, mais au niveau du bureau d'études d'une quinzaine de personnes. Donc on s'est concentré là-dessus pour améliorer les performances. La performance du bureau d'études était très mauvaise à cause du multitâche. Ceci est quelque chose de très très fréquent. On a par exemple mesuré que les personnes changeaient 60 fois de tâches par jour, moyenne de durée sur une tâche 7 minutes, etc. Donc à cause de ce mauvais multitâche, ils étaient devenus très inefficaces, ils faisaient beaucoup d'erreurs, la qualité de vie était exécrable et ainsi de suite. Donc on ne s'est pas débarrassé du multitâche, c'est pas possible, mais on a fortement limité le multitâche. Ce qui a permis d'augmenter la productivité de ces 15 personnes, de la tripler, et de passer d'un délai moyen pour concevoir une machine de 50 semaines à 8 semaines, et là en ce moment ils sont en train d'aller encore plus loin, mais dans la partie transformation initiale de 50 semaines à 8 semaines. Voilà, et au fur et à mesure qu'on faisait ça, il fallait ensuite travailler dans la partie production. Donc on avait également travaillé en aval dans la production pour permettre d'accroître les volumes globaux. Et voilà, et effectivement, ils ont réussi à avoir une offre en vitesse de réaction, en respect des délais qui était bien meilleure que celle de leurs concurrents. Et donc ils ont bien pu passer cette période difficile de baisse de demande significative dans le oil and gas. Ils ont pu se repositionner sur les marchés, renforcer leurs offres à l'international. Et voilà, c'est comme à nouveau un peu comme dans le but avec les idées de la théorie des contraintes. Ils ont sauvé leur usine en moins d'un an. Voilà pour ce cas-là. Changement de décor complet. Celui-ci au Bourget, au nord de Paris, la société Embraer, qui est à son centre d'entretien des business jets de Embraer pour le EMEA, Europe, Middle East and Africa, qui est basé au Bourget, le plus gros aéroport de business jets d'Europe, je pense. Et donc ils entretenaient les avions de la flotte Embraer sur ce périmètre. Ils souhaitaient réduire les durées d'immobilisation lors des grosses interventions, l'équivalent de le check de 100 000 km pour une voiture, ça s'appelle un check C ou un check 96 mois dans ce business, où on démonte assez largement l'avion pour vérifier son bon état, on remplace un certain nombre de pièces, on le remonte, etc. Ça leur prenait 10 semaines. Ils ont mis en œuvre la chaîne critique. Alors je ne vais pas expliquer aujourd'hui les concepts, n'est-ce pas? La chaîne critique, c'est la partie de la théorie des contraintes qui s'occupe du management de projet. Pour ceux que ça intéresse, il y a plusieurs vidéos qui expliquent ça, 4 vidéos de 20 minutes par exemple. Il y a un autre webinaire comme celui-ci qui est prévu pour vous expliquer les concepts de la chaîne critique très prochainement. Vous verrez ça à la fin de la présentation. Excusez-moi, je ne présenterai pas les idées derrière. Voici ce qui s'est passé. Ils ont appliqué la chaîne critique. Le drôle de drapeau là, vert, jaune et rouge que vous voyez, c'est l'iconique fever chart
de la chaîne critique qui permet de piloter l'exécution d'un projet. Les zigzags en bleu, là, c'est tous les aléas qu'ils ont eu lors de l'exécution de l'intervention sur un avion. C'est ça qui est utilisé pour terminer à l'heure des projets, les terminer plus vite, etc. Dans leur cas, dès le premier avion, et ça s'est maintenu ensuite, ils ont pu diviser par 2 les durées d'intervention. Donc initialement ça prenait 10 semaines, c'est passé à 5 semaines. Et également, il y a eu une forte amélioration, quasi doublement de la performance de la productivité main-d'œuvre directe des mécaniciens. Ceci à travers, en fin de compte, une plus grosse focalisation du travail, moins de multitâches, plus de sérénité, plus de visibilité, bref, toutes les choses qu'apporte la chaîne critique. Le pipelining, ce qui est un concept simple que vous reverrez un peu partout et qu'on a vu un peu plus tôt dans un des cas à travers cette idée de stop, starting and start finishing. Concentrez-vous sur terminer les choses avant de démarrer du nouveau. Et dans le cas de la MRO aéronautique, c'était surtout vous concentrer sur faire sortir les avions, terminer les avions. Ne vous précipitez pas sur un nouvel avion quand il arrive. Essayez de garder le hangar pas vide, mais avec un minimum d'avions pour aller vite. Et ne commencez pas nécessairement un avion puisqu'il vient d'arriver, ce genre de choses. C'est assez facile à dire comme ça. Dans la pratique, ça peut poser des problèmes avec soit le client, soit les commerciaux, etc. Je répète, l'avion arrive, on n'y touche pas. Et pourtant, on veut aller vite. Voilà pour ce cas. Vous pouvez voir plusieurs vidéos en français ou en anglais. J'ai mis un onglet pour celle en anglais. Mais il y a d'autres vidéos en français. Donc, il y a, je crois, 6, 7, 8 peut-être vidéos juste sur ce cas-là. N'hésitez pas si vous voulez vous renseigner plus sur ce genre de choses. Aujourd'hui, plus d'un quart de l'activité de Maris Consulting est en MRO et en MRO aéronautique. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup. En Afrique du Sud, la société Aérosud, vous pouvez voir de nombreuses vidéos sur notre site par les gens d'Aérosud sur ce qu'ils font. De la théorie des contraintes, ils l'utilisent partout, depuis longtemps dans la production, dans le pilotage de leur flux. Plus largement d'ailleurs pour définir leur stratégie avec un goal tree et ce genre de choses. Bref, ils utilisent la théorie des contraintes tout le temps partout. Ils avaient essayé de mettre en place la chaîne critique pour manager leur projet de développement de nouveaux produits. Ça avait été un échec et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Ils nous ont dit ben voilà, on aimerait quand même faire de la chaîne critique. Est-ce que vous pouvez? C'est ce qu'on a fait. On a mis en œuvre la chaîne critique. Et ils nous ont surpris parce qu'à ma connaissance, ils ont très rapidement, en 2 ans et demi, réussi à obtenir les meilleurs résultats du monde, me semble-t-il, dans le domaine du respect des délais de développement de nouveaux produits, puisqu'ils en sont à 98,7 là, dans le dernier comptage de fin d'année dernière. Bref, à peu près tout leur développement produit termine à l'heure. Et oui, ils ont des clients difficiles qui changent d'avis, les Airbus, Boeing, etc. Donc ils vivent dans le vrai monde. C'est pas un monde de bisounours et pourtant ils arrivent à, vous voyez, quasi 100% de respect de délai des développements produits. Ces gens-là et d'autres avec qui on travaille, en fin de compte, vous verrez qu'une fois que vous avez mis de l'ordre, c'est un peu comme la qualité en production. Ici, quand vous mettez de l'ordre dans votre gestion des priorités, le pilotage de vos actions, votre ordonnancement de votre activité de développement, vous allez vite découvrir que la principale cause la plus difficile à résoudre, c'est vos clients qui changent d'avis ou qui ne répondent pas sur une question technique que vous avez, etc. Donc voilà, ils sont là. Eux, ils sont parfaitement propres sur eux. S'ils n'arrivent pas à 100%, c'est qu'un client va changer d'avis complètement de manière déraisonnable 1 mois avant la fin et il faudra tout recommencer, etc. Pour ceux qui connaissent un peu la chaîne critique, notez la fever chart qui est là sur la droite. C'est le cas réel, n'est-ce pas, d'une entreprise. Tous ces zigzags représentent tous les aléas qu'on peut avoir dans ce monde incertain de développement produit. Et voilà, mais je répète, ils ont pour moi une performance incroyable, littéralement incroyable. Je pense que si on m'avait dit que quelqu'un pouvait faire ça, j'aurais dit c'est pas possible, mais voilà, ils le font. C'est assez fascinant, je trouve.
Donc ils ont mis en œuvre la chaîne critique dans toutes ses composantes. Ils ont tellement aimé la chaîne critique qu'ils ne l'ont pas seulement utilisée pour le développement de leurs produits, mais ils l'ont vite déployée sur tous les autres projets de l'entreprise. Donc quand ils ont mis en œuvre un nouvel ERP, c'était sous chaîne critique. Quand ils ont construit un nouveau bâtiment, c'était sous chaîne critique, etc. Bref, dès que c'est un projet, ils utilisent la chaîne critique. Voilà le genre de résultats qu'ils peuvent obtenir. Le cas suivant, je vérifie mon timing, on est pile poil dessus. C'est dans une industrie du luxe, le leader mondial dans le luxe. Cette partie de cette très grande entreprise faisait beaucoup de make to order, c'est-à-dire qu'une personne allait commander des produits qui avaient été personnalisés pour eux. Mais ils faisaient aussi bien sûr le développement de leurs nouveaux produits pour le prochain défilé et ainsi de suite. Et ils étaient donc quelque part, et ils ne sont pas les seuls, ils sont passés d'une usine de production à une usine de projet. Il fallait sans cesse rafraîchir les gammes, sortir des centaines de différents produits par an. Et donc le défi, c'était de gérer ce flux je répète, de centaines de projets de développement. C'était gérer cette usine à projet. Donc on a fait un diagnostic, on a très vite identifié qu'il y avait un goulot, un mauvais goulot. Souvent, on en parlera peut-être avec les questions-réponses, on trouve des mauvais goulots. C'est-à-dire quelque chose de regrettable. Bon sang, pourquoi c'est là, c'est ridicule. Et ici, pour le développement de leurs produits, initialement, c'était la saisie des nomenclatures, des nouvelles nomenclatures. Un nouveau produit avait une nouvelle nomenclature, il fallait la saisir. Et ils n'avaient pas vu dans toute la distribution des tâches et des gens et des embauches, etc., puisqu'ils sont en très forte croissance, qu'il y avait une contrainte de capacité dans la personne qui saisissait les nomenclatures. Il nous a suffi de le dire à travers le diagnostic quand on est revenu quelques semaines plus tard pour faire la mise en œuvre. En compte, bien sûr, le problème avait été résolu, ils avaient assaini le poste de travail pour permettre à la personne de résorber le retard, etc. Et c'est un cas intéressant parce que ils ont fait ça, ils ont fait des dégoulottages successifs. Initialement, le goulot était donc à la saisie des nomenclatures, ils ont complètement dégoulotté ça. Après, ça s'est retrouvé aux achats, il fallait acheter des composants spécifiques en petite quantité pour faire les prototypes, etc. C'est ces personnes-là qui se sont retrouvées goulot. Ils ont résolu ça, après c'est passé ailleurs, etc. Bref, on trouve le premier goulot. Probablement, si ce n'est pas une bonne idée, c'est souvent le cas, on le dégoulotte, on fait ce qu'il faut pour qu'il puisse produire 2 fois plus. On voit où c'est passé et on recommence jusqu'à arriver au moins mauvais goulot. Je n'aurai pas le temps en 60 minutes de parler de quelle est la définition d'un moins mauvais goulot, malheureusement, mais c'est la théorie des contraintes, pour moi la vraie, c'est de répondre à cette question. Si j'accepte la théorie des contraintes, où est le bon goulot dans mon entreprise? Donc vous voyez, les résultats sont assez spectaculaires. Et ils ont grosso modo triplé les volumes et triplé la vitesse environ. Et c'était toujours très intéressant. Le graphique en bas, juste pour le citer puisqu'il est devant le slide, Pareto des consommations de tampons, c'est de mesurer quand on est en exécution chaîne critique, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas été aussi vite qu'on espérait. Et on l'a mis là parce que c'est assez fascinant car très souvent, les gens se trompent complètement sur les causes des retards de leur projet. C'est pas du tout ce qu'ils pensaient. Donc, c'est très utile une fois qu'on exécute en chaîne critique pour aller encore plus loin que de regarder pourquoi on a pris du retard. C'est pas vraiment du retard puisqu'on a terminé pour beaucoup les projets à l'heure. Changement de décor, mais pas tellement changement géographique. D'ailleurs, les 2 usines ne sont pas si loin l'une que ça. Bon, là, c'est pas un secret. C'est au Muro, n'est-ce pas? Vous avez des vidéos sur ce cas. Donc là, vous voyez, la société qui s'appelle Eurocryospace. C'est Christine Geoffrey qui est la patronne de tout ça, qui a fait tout ceci. Donc c'est sympathique d'avoir une femme en management d'usine qui a fait une telle performance. C'était en 2017, donc on était encore à Ariane 5. Ariane 5, où ils avaient une surchauffe, il fallait qu'ils passent de 6 réservoirs. Ils font les réservoirs de la fusée Ariane,
la grosse boîte de conserve du milieu, de 5 mètres quelque chose de large et assez, il ne faut pas qu'il y ait des trous, tout ce genre de choses, hein, c'est de la high-tech quand même. Il fallait donc passer de 6 à 8 réservoirs par an. On a fait un rapide diagnostic c'était la soudeuse qui faisait en fin de compte le réservoir qui était à la contrainte de capacité. Quand on a regardé plus près pour comment augmenter les performances de cette soudeuse, en réalité on a découvert que la soudeuse elle faisait deux choses. D'abord il y avait la soudure, des différents éléments pour faire le tube. Et puis après, il y avait des rayons X pour analyser si les soudures étaient correctes, s'il n'y avait aucun problème. Et donc c'était un va-et-vient entre la production qui faisait la soudure et le contrôle qualité qui faisait le contrôle rayon X. Et donc la mise en œuvre, dans un premier temps, de la théorie des contraintes a été extrêmement simple. C'est de s'assurer d'un esprit de course de relais entre la production et le service qualité pour que très vite ils se repassent la main entre contrôle, production. Et en faisant ça assez facilement, ils ont réussi une augmentation de plus de 25% de la performance de la productivité et ainsi de suite. Et ils ont tenu leurs objectifs, réduit les durées moyennes et ça s'est super bien terminé. Le cas suivant, c'est un retour dans l'usine de Safran que je vous ai présenté en début. On faisait donc une intervention de mise en œuvre de la théorie des contraintes qui a sauvé l'usine, j'en ai parlé. On se concentrait sur les flux de production. Au fur et à mesure qu'on a réduit les encours par en tout un facteur de 5 à la fin, on a pu redécouvrir son atelier. Et à ce moment-là, il est devenu assez évident que les machines n'étaient pas intelligemment disposées à travers l'usine, qu'il aurait fallu les regrouper par famille de produits, etc. Grosso modo, et c'est peut-être pas la seule usine au monde, les machines ont été installées là où il y avait de la place quand elles ont été achetées, et donc c'était un vrai plat de spaghettis, et ils voulaient mettre de l'ordre dans tout ça. Donc nous, voilà, on a mis en œuvre la chaîne critique dans cette entreprise pour le développement et l'industrialisation des produits, et dans une des formations, en fond de salle, le responsable de la maintenance a assisté en disant ça m'intéresse, moi aussi j'ai un projet de déménager 45, je crois, des 52 machines, pour recréer des îlots intelligents et ainsi de suite. Et voilà, et donc il a essayé, et voici les extraordinaires résultats, où je répète, il y a une vidéo, c'est pas juste un énième mensonge de consultant, il y a une vidéo des gens de Safran qui ont fait tout ça, qui vous explique. Initialement, le projet de déménager, je répète, 45 des 52 machines dans une usine de 400 personnes, c'était de 8 semaines. Le patron a dit, je ne peux pas fermer mon usine pendant 8 semaines, fais plus court. Il est revenu, il a dit, je peux le faire en 2 fois 4 semaines, le mois d'août de cette année et le mois d'août de la semaine d'après, de l'année d'après. Le patron a dit, je ne peux pas, ça va être le bazar entre les 2 ans, etc. Trouve-moi plus court. Il est revenu avec un projet à 2 semaines, je vous la fais courte, et le patron lui a dit, ok, c'est bon, en 2 semaines, je peux fermer l'usine, je te donne la fin d'année, et cette fin d'année, il y a le Noël dans une semaine et le jour de l'an dans la semaine suivante, donc ça te fait 4 plus 4 égale 8 jours. Et voilà, donc partant de 8 semaines, il avait 8 jours pour le faire, il a utilisé la chaîne critique, regardez la vidéo, pour piloter tout ça, et il a fini en 5 jours et demi. Voilà. Alors si on m'avait dit avant qu'on pouvait déménager une usine en 5 jours et demi, en 6 jours et demi, je n'y aurais pas cru. Voilà, donc c'est rare que mes interlocuteurs, mes clients arrivent à dépasser mes attentes, mais là, bravo à cette équipe moi je ne pensais pas que c'était possible de faire si vite. C'est une très belle histoire. Il nous appelle dans la deuxième moitié de juillet. Je dis ça parce qu'en fin de compte, presque la moitié, le tiers des cas que je vous présente aujourd'hui, ils ont tous commencé juste avant les congés d'été du mois d'août. C'est une mauvaise habitude qu'ont nos clients. Et donc, voilà, excusez-nous, on a un satellite qui est secret défense très important, etc. On travaille dessus depuis un temps certain. Il faut absolument qu'il soit terminé pour le début août. Et on pense qu'on est en retard. Venez voir, est-ce que vous pouvez avec la chaîne critique faire terminer à l'heure? On regarde, et effectivement,
On fait le diagnostic et il allait bien terminer au début août, c'est pas de problème. Sauf que c'est début août de l'année suivante. Donc, il a fallu comprimer énormément le délai du reste à faire. On n'avait que très peu de temps devant nous. Et donc, on a comprimé l'exécution, fait un meilleur planning, etc. Pour dire brièvement, et beaucoup de projets comme cela ont ce problème. C'était un problème de micromanagement par rapport à la simplicité de la chaîne critique. Le réseau de tâches de ce satellite avait, je ne me rappelle plus, 5000, 8000 tâches avec tous les détails possibles et imaginables pour un seul satellite. Nous avons fait un modèle plus synthétique de 200 tâches exécutées comme ça, avec bien sûr la magie de la chaîne critique, trouver la chaîne critique, exécuter rapidement le long de la chaîne critique, et on a terminé à l'heure. Et ça c'est bien fait, c'est une très forte amélioration des performances. Vous voyez à nouveau, mais en très petit, le Pareto en bas à droite, parce que à nouveau, les causes des retards n'étaient absolument pas celles auxquelles ils s'attendaient. Un cas qui est devenu d'actualité, mais il date en fin de compte de l'année dernière. Des personnes qui fabriquent des machines de diagnostic rapide pour différentes maladies, en l'occurrence ici les maladies respiratoires. Donc nous, dès l'année dernière, on était déjà en train de travailler sur le développement rapide de systèmes de diagnostic pour, par exemple, les coronavirus, avant le Covid-19. Et bref, ils souhaitaient accélérer le développement d'une nouvelle machine. Ils ont appliqué la chaîne critique, à identifier la chaîne critique, à optimiser les différentes tâches, redistribuer les rôles, bref, tous les classiques de la chaîne critique, ce qui a permis de nettement accélérer le développement du produit et de le lancer beaucoup plus tôt que ce qui aurait été le cas sans chaîne critique. Un conséquent volet de management des risques, car à nouveau pour ceux qui connaissent surtout, si vous voyez le fever chart, là, le fameux graphique vert, jaune, rouge, le zigzag là, que vous voyez là, c'est que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Je ne peux pas vous donner les détails, mais voilà, quand on est à la frontière de la science à développer des produits, parfois on arrive à une étape et ça ne marche pas. Et c'est ce qui s'est passé ici. Il retrouve une solution, qu'il progresse, qu'il termine le projet. Donc voilà, il se trouve que nécessairement on est très sollicité maintenant de ces semaines-ci par tous ces problèmes de développement de diagnostic et y compris de développement de vaccins et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose vu que c'est une urgence internationale ou nationale, on est très sollicité pour ce genre de choses.